Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, nous retournons ensemble dans ma très courte série, les 10 éléments intéressants dans. Le concept est assez simple, je présente 10 éléments ou faits intéressants dans des jeux que j'apprécie particulièrement. Par le passé, j'ai fait Mothership, j'ai fait également Shadow Dark, et là, j'hésitais quel jeu. Je ne savais pas trop lequel choisir parmi une liste assez courte. Alors j'ai décidé de faire voter en fait les membres Patreon pour le jeu qui devait subir en fait le traitement des 10 éléments intéressants. Il y avait dans le lot, il y avait Pirate Borg, il y avait Cloud & Press, il y avait The Job, mais finalement, celui qui a remporté la palme, celui qui a attiré le plus l'attention, je dois avouer que ça me surprit un peu, pas parce que c'est pas un bon jeu, du tout. Il s'agit en fait de Cairn, deuxième édition, Cairn qui vient dans ce boîtier pour cette deuxième version. Si vous avez la première version chez vous, vous allez remarquer rapidement que l'enveloppage est très différent, alors que la première est très minimaliste, noir et blanche. Là, ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus coloré, avec des illustrations bien typées. Mais avant vraiment de présenter les 10 éléments, c'est pertinent de faire peut-être une petite présentation ou description du produit pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Cairn est un jeu d'aventure qui consiste à explorer des bois sombres et mystérieux, peuplés de personnages étranges, des trésors cachés de monstruosités innommables. La génération de personnages est rapide et aléatoire, il n'y a pas de classe. En fait, vous n'allez pas incarner un guerrier ou un magicien ou un voleur, ce n'est pas typique selon des profils spécifiques. Vous, en fait, ce qui fait en sorte que votre personnage réussit à tirer son épingle du jeu est plus basé sur les outils, l'équipement qu'il va avoir sur lui. C'est basé sur, en fait, c'est un mélange de Knave de Ben Milton, que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, et de Into the Odd de Chris McDowell. C'est vraiment un mix des deux avec quelques petits ajouts ici et là. Le tout est écrit par M. Yokai Gall. On peut le décrire comme un OSR léger. C'est vraiment un OSR très léger, plus léger que Shadow Dark par exemple, plus simple que les premières versions de D&D. C'est un jeu qui met beaucoup l'emphase sur la survie. Un personnage possède 3 caractéristiques, la force, la dextérité et la volonté, et tous les jets vont se résoudre selon une seule et même mécanique qu'on nomme la mécanique de sauvegarde. C'est un jet de dés que vous allez lancer pour éviter les conséquences négatives des choix et des circonstances actuelles dans lesquelles le personnage se trouve. Le personnage en fait va lancer un D20, et il doit avoir en dessous ou égal à une caractéristique, à une de ces 3 caractéristiques selon laquelle qui est demandée dans l'action actuelle. Si c'est par-dessus, si ça va au-dessus de la caractéristique, eh bien c'est un échec. Donc si par exemple la personne a 13 de force et qu'il lance un 15, eh bien c'est un échec. S'il a 13 piles ou 11 ou 10, eh bien c'est une réussite. Un 1 naturel est toujours une réussite critique, alors qu'un 20, eh bien c'est toujours un échec. Vous allez voir, en le mentionnant comme ça peut vous faire penser à quelques jeux qu'on a déjà joués sur la chaîne, que ce soit Mouse Ritter, que ce soit Horreur Liminale, et vous avez raison, parce qu'il y a des liens entre ces différents jeux-là. Ils ont un peu la même base, et sur ces bases-là, eh bien, ils se construisent. Mais ça, je vais revenir tout à l'heure dans les 10 éléments intéressants. Cairn, c'est un jeu que j'apprécie particulièrement, surtout justement pour tout ce qui touche à la survie. Si j'ai le goût de jouer une aventure en X-Crawl, si j'ai le goût de vouloir vivre, exemple, faire vivre une aventure dans un monde assez difficile à l'extérieur où les personnages doivent se déplacer d'une zone à une autre et devoir gérer leur équipement, gérer leurs ressources, bien, je vais sûrement y aller avec Cairn. C'est très simple à utiliser, c'est très facile, ça a son style à lui. C'est-à-dire quand même assez OSR, ou est-ce que c'est la gestion de l'équipement sans nécessairement baser notre réussite sur des pouvoirs magiques ou autre chose comme ça. Mais ça aussi, c'est un point que je vais revenir tout à l'heure dans les 10 éléments. Et justement, sans plus attendre, débutons, lançons-nous dans ces 10 éléments intéressants pour Cairn, la deuxième édition. Premier point, le jeu est gratuit. Eh bien oui, la décision de rendre gratuit le jeu en fait provient d'un désir de rendre ce dernier accessible et de faire la promotion au sein de sa communauté. En fait, ça permet au jeu de bénéficier du bouche à oreille, puis de vouloir également aussi encourager la pratique. C'est facile à trouver en ligne, vous pouvez l'avoir dans sa première édition, dans sa deuxième édition, vous pouvez avoir toutes les règles sur le site officiel du jeu, comme vous pouvez aussi aller télécharger le PDF sur DriveThru RPG, excusez-moi, et même en version physique, le jeu coûte
très peu. C'est vraiment pas un investissement demandant. Vous pouvez vous commander en version imprimée à la demande sur DriveThru RPG, comme c'est possible aussi de le commander sur certains sites spécialisés, et les prix ne vont pas dépasser les dizaines et les dizaines et les dizaines de dollars. Ça reste qu'à la base, c'est un petit jeu et qui est très facile à prendre et à comprendre et à mettre en place, alors que la version numérique demeure gratuite. Point numéro 2, une combinaison de plusieurs attraits provenant de différents jeux. Et ça, je pense qu'en matière de game design, c'est la plus grande force de Cairn, c'est que c'est vraiment une combinaison astucieuse de différentes mécaniques qui proviennent on va dire, des systèmes OSR préférés de l'auteur de base. C'est un peu plus épuré que Nave, c'est un peu plus compliqué que Into the Odd, c'est un peu plus robuste que la version de base d'Into the Odd, et ça peut être utilisé facilement avec la plupart des modules old school et OSR, une fois qu'on a pris l'habitude de convertir les caractéristiques des monstres et des créatures. C'est vraiment un gros mix de plein d'affaires de bonne qualité qui ont été mis ensemble et ça a donné Cairn comme produit final. Élément numéro 3, la communauté est immense, elle est vibrante, elle est vivante. Entre le site internet officiel en anglais, le site internet en français, parce que oui, il y en a un, le Reddit du jeu, le Discord, les discussions autour de la gamme, les aides de jeu, les conseils. Vous avez une question, vous allez trouver une réponse, c'est garanti dans un claquement de doigts. Il y a même des outils en ligne pour la conversion des créatures d'un système à l'autre. Dans le fond, vous voulez vraiment prendre une créature de BX, par exemple, et la convertir dans Cairn, eh bien, vous avez le tout accessible en ligne d'un claquement de doigts, et ça aussi, c'est disponible en français. Pour moi, c'est un gros plus, et ça permet aussi de populariser une certaine forme d'OSR léger pour une communauté francophone qui n'a pas nécessairement le réflexe d'aller voir qu'est-ce que ça propose. Quatrième élément, une seule petite boîte pour un jeu complet. Et ça, j'ai trouvé ça m'a vraiment impressionné en fait, parce que la boîte que je tiens dans mes mains, pour celles et ceux qui m'écoutent avec le visuel, vous la voyez, là, c'est vraiment pas très gros, ça prend pas beaucoup de place dans la bibliothèque, c'est très compact. Et à l'intérieur, je peux vous montrer tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y a dans le fond une petite compilation pour des aventures. Il y a également aussi un petit carnet, en fait un petit pad de feuilles pour les personnages, donc des feuilles de personnages à la main, là, pour le remplir vraiment à la mitaine, comme on dit au Québec. Il y a un guide assez épais pour le meneur de jeu, pour vraiment les conseils sur l'animation et tout ça, et plein de tables aléatoires qui peut être utilisé par le meneur. Il y a un DM screen, un écran de maître, également aussi bien entendu pour le meneur de jeu, qui peut l'utiliser selon son bon plaisir avec une superbe illustration. Pour vrai, le visuel de la deuxième édition est vraiment de toute beauté, là, je vais vous montrer. C'est comme un peu comic book, mais en même temps sérieux, un brin. Il y a une personnalité vraiment distincte, je trouve. Il y a vraiment quelque chose qui est allé... l'illustrateur principal de la deuxième gamme a vraiment été capable de créer une personnalité propre au jeu, même si à la base, ça demeure du fantasy assez vanille, classique, mais qu'on peut justement tourner ça un peu comme on veut. Et finalement, aussi également dans la boîte, il y a 3 guides. Pas 1, pas 2, mais bien 3 guides pour les joueurs. Donc, pour se prêter les petits volumes autour de la table afin de pouvoir comprendre la création de personnages, les différentes mécaniques en lien pour pouvoir jouer au quotidien, eh bien, c'est accessible dans la boîte. Et également aussi une autre anthologie d'aventures qui est aussi également disponible dans la petite boîte. Donc, 2 anthologies d'aventure, les livres de base, même en plusieurs copies, un DM screen, une petite feuille avec des fiches de personnages qu'on peut arracher et se partager autour de la table, plusieurs guides, bref, il y a de tout dans une minuscule petite boîte et c'est un jeu complet. Vous n'avez pas besoin de rien d'autre pour jouer. Il y a des suppléments, mais ça aussi je vais revenir tout à l'heure. Il y a des suppléments non officiels, mais en matière de système, en matière de règles, en matière de tout ce que vous avez besoin pour jouer au jeu en soi, eh bien, c'est disponible dans la boîte, comme c'est disponible aussi juste en version livre que vous pouvez acheter ici et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un prix quand même assez indécent ou même gratuitement en version numérique. 5e élément, la 2e édition ne vient pas éliminer la pertinence de la première édition. Cairn, 2e édition, est de façon mécanique identique à la première édition. Le seul changement, c'est l'ajout de contenu. Il y a plus d'historique, il y a des backgrounds, il y a plus de conseils pour le maître de jeu. C'est un jeu qui était déjà de base assez complet. J'étais curieux de voir justement comment est-ce que l'auteur qu'est-ce qu'elle allait ajouter en soi dans la 2e édition. Eh bien, il a ajouté simplement on va dire un peu plus de confiture sur une confiture qui était déjà présente. Il y a simplement des nouveaux ajouts qui sont des petits plus qui ne sont pas nécessairement
on va dire, pertinent si vous avez la première édition et que vous ne souhaitez pas investir dans la deuxième édition. Ce qui fait en sorte que pour moi, que c'est une force, alors que tout ce qui est sorti, et il y a beaucoup de stocks sortis pour la première édition de Cairn, eh bien, ça demeure compatible avec la deuxième. C'est d'une version à l'autre, les deux sont tout simplement complémentaires ensemble ou même, disons, obsolètes. Si vous avez la deuxième édition, vous n'avez pas besoin d'acheter la première. Et si vous avez la première, eh bien, vous pouvez amplement vous contenter de celle-ci sans nécessairement sauter sur la deuxième en version physique, même si vous pouvez la trouver gratuitement en ligne en version numérique. Donc oui, la deuxième édition, elle est plus belle, elle est plus complète, mais est-ce qu'elle élimine ou rend plus complexe ou difficile l'utilisation des produits qui sont sortis pour la première édition? Eh bien non. Et pour moi, ça, c'est un élément qui est très intéressant. Les points 6, 7 et 8 sont liés ensemble, vous allez comprendre. Le point 6, c'est une mécanique pertinente pour la gestion de l'inventaire. J'aime particulièrement l'inventaire de Cairn, qui a été réutilisé d'ailleurs dans plein d'autres jeux, qui est elle-même en fait une variante de la mécanique d'inventaire dans le jeu de Knave de Bill Minton, avec quelques petits ajouts ici et là. L'inventaire, c'est quelque chose que je déteste gérer dans des jeux médiévaux fantastiques en général. Je me rappelle mes parties de Donjon Dragon 3e édition avec le calcul du poids, puis ce qui ça représentait, on y allait avec une certaine logique. Au final, on n'utilisait que très rarement ou même jamais les vraies mécaniques de gestion d'inventaire, alors que dans Cairn, eh bien, c'est d'une pertinence sans fin, puisque eh bien, les objets en tout genre, l'équipement que vous avez sur vous représente toutes vos capacités à pouvoir vous sortir du pétrin. Fait que vous avez besoin de votre équipement, donc vous devez avoir une gestion, disons, assez rusée de votre inventaire. En gros, un personnage possède 10 emplacements dans son inventaire. Il y a un sac à dos qui peut posséder jusqu'à 6 emplacements. Il y a un emplacement dans chaque main gauche-droite, 2 emplacements en haut du corps, comme à la ceinture, la poitrine ou même encore la tête. Le sac à dos peut également servir de sac de couchage, mais pour ça, il faut le vidéo complet de ce qu'il y a à l'intérieur. La plupart des objets occupent un seul emplacement et les petits objets eh bien, peuvent être regroupés ensemble pour former un seul emplacement. Les emplacements sont abstraits, ça peut être réorganisé selon le désir du meneur de jeu. Les objets encombrants, donc qui ont le tag, une notion encombrant dessus, vont occuper 2 emplacements et sont généralement portés à 2 mains ou sont difficiles à transporter, disons, seuls. Il y a également aussi les mécaniques d'épuisement et de fatigue qui sont liées avec l'inventaire, parce que plus tu es fatigué, moins tu vas avoir des emplacements libres dans ton inventaire. Donc, si par exemple ton personnage est épuisé, il a un besoin crucial, il n'a pas mangé, il n'a pas dormi, eh bien, il va avoir en fait en quelque sorte des points de fatigue qui vont s'ajouter à son inventaire et chaque point de fatigue prend un emplacement. Donc, plus vous êtes fatigué, moins vous pouvez transporter d'objets. Et justement, comme je l'ai mentionné, il y a une mécanique en lien avec la magie parce que la magie, qui est mon point 7, c'est la connexion entre, on va dire, ça va être les mécaniques de l'inventaire et de la magie. Parce que la magie, c'est des livres de sorts. Les livres de sorts ne contiennent qu'un seul sort et vont occuper une place dans l'inventaire. Ça va prendre une place d'emplacement dans l'inventaire. Ils ne peuvent pas être retranscrits ou recréés. Ils sont récupérés ici et là dans des cryptes ou dans des tombeaux et autres lieux magiques. On dit un livre, mais ça peut être autre chose. L'important, c'est que ça prenne une place, en fait, dans l'inventaire. Ça prend vraiment un emplacement libre chaque sortilège. Donc, un gros livre de 300 pages, à l'intérieur, il va avoir seulement un sortilège à décrire et rien d'autre. Le reste, ça peut être une recette de cuisine, ça peut être des écrits du mage en question, ça peut être aussi également des annotations. Il faut un peu se détacher du concept de base qu'un livre de sorts va contenir plusieurs sortilèges comme on peut l'être habitué via d'autres jeux de rôle plus classiques. Mais dans Cairn, c'est vraiment un livre de sorts, un sortilège, et aussi le concept des parchemins, où les parchemins, en fait, c'est un peu similaire aux livres de sorts, sauf qu'ils ne prennent pas de place dans l'inventaire, ils ne provoquent pas de fatigue à mesure qu'on les utilise, et ils disparaissent après une utilisation. Et justement, mon point 8, le fonctionnement des sortilèges. Et là, ça, j'aime beaucoup ça, parce que dans Cairn, n'importe qui peut lancer un sort. S'il dispose du temps et il est capable de se concentrer assez dans son esprit lorsqu'il lance le sortilège, le personnage peut améliorer les effets du sort, comme par exemple affecter plusieurs cibles ou augmenter sa puissance. C'est pas quelque chose qui est prédéfini dans la description du sort, c'est une entente qui est faite avec le meneur au moment où est-ce qu'on souhaite lancer le sort en question. Si le personnage est épuisé ou même dans une situation un peu en danger, le maître de jeu en fait peut exiger que ce dernier fasse un jet de sauvegarde de volonté pour éviter des contre-coups
au fait de lancer le sortilège en question. Et ça encore, c'est pas prédéfini. C'est un peu une entente ou entendu avec le meneur où ce dernier peut s'inspirer sur le moment afin de convenir des contre-coups néfastes engendrés par le sortilège qui vient d'être lancé. Et en soi, la description des sortilèges est vraiment simple. C'est souvent un titre, un nom pour désigner le sortilège et son effet, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Le reste, c'est narratif, c'est de la discussion, c'est de l'échange, c'est du circonstanciel. Comme par exemple, amortisseur magique. Tous les effets magiques proches voient leur efficacité réduite de moitié. Ancrage, c'est un fil solide qui sort de vos bras et qui se fixe à 2 points dans un rayon de 15 mètres qui vous permet de rester ancré où est-ce que vous êtes. Anthropomorphisé, vous donnez l'intelligence humaine à un animal ou vous lui donnez une forme humaine pendant un jour, mais sans avoir l'intelligence. Et chaque sortilège a son effet, qui n'est pas non plus défini par une limite de temps. Ça y va avec la logique, mais il faut prendre aussi en considération que chaque sortilège donne de la fatigue. C'est demandant et ça prend de la place dans l'inventaire. Vous ne pouvez pas devenir un grand magicien avec 1000 sorts sur vous, à moins que vous trouviez des objets magiques qui vous permettent de transporter plusieurs sortilèges ou d'accumuler même des sortilèges à l'intérieur de certains objets, ce qui est possible de le faire aussi également, parce qu'il y a ce qu'on nomme des artefacts, qui sont des objets du quotidien, mais qui sont justement enduit d'une certaine forme magique ou du moins d'un certain effet d'un sortilège précis. Donc il y a toujours même, on dirait, manière de faire selon notre bon désir, mais de prime abord, tout le monde peut lancer des sorts, tout le monde peut prendre un livre à terre, faire blablabla, puis faire un effet magique quelconque, et tout le monde peut vivre les contre-coups d'un sortilège si jamais il est trop fatigué pour en lancer. Élément numéro 9, Cairn est sorti en Creative Commons. Si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, vous devez le savoir déjà que j'ai une affection particulière envers les jeux qui sont ouverts à l'utilisation, qui sont ouverts à la prise en charge, à l'adaptation, au changement, à la publication professionnelle tierce. Vous n'êtes pas associé directement au jeu, mais vous pouvez tout de même l'utiliser pour produire du contenu. Eh bien, Cairn est en Creative Commons, donc c'est-à-dire qu'il est encore plus libre que d'autres jeux qui ont une licence qui peut être permissive, comme par exemple Mothership, ou même encore, même à la limite Donjon Dragon, avec l'Open Game Licence. Quand c'est en Creative Commons, c'est vraiment une forme de liberté où la nécessité de mentionner l'auteur du jeu et possiblement assurément de ne pas utiliser le contenu du jeu pour des produits haineux, racistes, sexistes, etc. Mais vous n'avez pas besoin de payer l'auteur, vous n'avez pas besoin de lui fournir un exemplaire de l'ouvrage, d'avoir son accord en préétabli pour pouvoir publier votre propre ouvrage. Vous pouvez tout simplement prendre les règles, faire mention qu'à la base, ça vient de Cairn, avec le nom de l'auteur, et publier le tout. C'est d'une liberté totale, et ce qui, selon moi, aide beaucoup aussi à la popularisation du jeu, parce que justement, point 10, l'élément 10, qui est aussi, selon moi, l'élément le plus important, ou du moins, ce qui est le plus incroyable avec Cairn, c'est qu'il y a tellement de stock de Cairn, il y a tellement de produits de Cairn disponibles en ligne que vous pouvez trouver sur Itch.io, qui ont été publiés en version physique, des variantes, des suppléments gratuits, des aventures, des suppléments qui vont rajouter une foule de règles pour pouvoir, on va dire, complexifier le tout, parce que le squelette de base de Cairn demeure tellement simple, mais complet, qu'on peut le reprendre et y ajouter des segments, enlever d'autres morceaux, modifier certaines choses, reprendre le système de combat et le changer complètement. Il y a des gens qui ont sorti des auteurs, des designers qui ont sorti un hack complet de Cairn, mais surtout orienté pour avoir des mécaniques de combat un peu plus complètes. Il y a Rune Cairn qui est sorti, qui est comme un peu un hack de Cairn en version nordique, avec un peu plus de règles également, un peu plus de crunch autour. Il y a, bien entendu, Horreur Liminale provient en très grande partie de Cairn à la base, les 3 caractéristiques de base, avec, dans le fond, de la perte de caractéristiques à mesure que la partie avance, et l'utilisation des sortilèges qui peuvent prendre des emplacements, en fait, et créer de la fatigue. Il y a également aussi Mouse Ritter, qu'on a beaucoup joué sur la chaîne, qui provient de Cairn à la base. Si vous le comprenez bien, si vous avez suivi les campagnes, vous avez vu des liens qui se sont faits tout de suite entre Cairn et Mouse Ritter. Il y en a vraiment tellement. Là. Il y en a tellement. J'en ai vu des Cairn à la sauce mythologie japonaise, des hacks de Cairn pour du cyberpunk, mais au-delà des hacks, juste les outils en ligne pour créer des personnages simplement d'un clic de souris, les différents donjons, les aventures. Pour vrai, la communauté... Autant
un point précédent qui mentionnait le fait que la communauté était très vibrante et vivante. Eh bien, on ajoute ça au fait que la licence est hautement permissive du Creative Commons. Ça fait en sorte qu'on finit avec un jeu qui a explosé en matière de contenu en ligne et des contenus publiés aussi. Beaucoup de produits qui ont été sortis pour Cairn sont disponibles à l'achat en version physique. Et autant justement l'auteur est très accessible sur les réseaux sociaux, très présent, très actif. Selon moi, ça aide aussi justement à cet effet de communauté. Il est très bon pour créer un effet de communauté et encourager les gens justement à publier leur contenu, à produire ce qu'ils font, à sortir leur petit projet. Et on voit pas le fond, là. On voit vraiment pas le fond de ce qui est sorti pour Cairn ou ce qui est adapté à partir de Cairn. Donc oui, c'est le 10e point. Il y a énormément de stock pour Cairn. Et si vous avez le goût de dire « Ah, j'ai le goût d'essayer Cairn, mais j'aimerais ça que ça soit un peu plus... je sais pas, qu'il y ait une gestion de potions, pour faire des potions. » Eh bien, c'est sûr que vous allez trouver une mécanique pour ça. C'est sûr et certain. Donc, oui, je vous encourage fortement à aller jeter un coup d'œil. Déjà, c'est gratuit. Ça ne vous coûte rien d'aller voir qu'est-ce que ça vaut en version imprimée. C'est un superbe jeu. C'était pas une critique, là, bien sûr. C'était pas une critique complète. C'était une présentation de 10 éléments que je trouve vraiment intéressants dans Cairn. Et j'espère que ça vous a donné le goût, en fait, de découvrir un peu plus ce que possède, ce que dans le ventre, ce jeu OSR minimaliste. Très simple. Il y a comme plusieurs jeux minimalistes OSR qui sont disponibles, justement, Nave, Into the Odd, Cairn, il y a Down We Go, il y en a plusieurs comme ça qui sont très simples et qui ont tout un peu leur petit quelque chose, mais selon moi, la palme d'or revient quand même à Cairn en matière d'efficacité et en matière on va dire justement de création, de bouillonnement communautaire. Donc oui, très cool produit. J'espère que vous avez apprécié ce 10 éléments intéressants dans Cairn 2e édition. Si jamais vous avez des idées pour des prochains 10 éléments, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. J'aimerais ça le savoir. J'aimerais ça m'inspirer de vous, voir un peu qu'est-ce que je pourrais aller chercher ici et là. C'est pas des vidéos qui sont nécessairement les plus complexes à faire et j'essaie de vraiment aller chercher les petits points qui, selon moi, rendent le jeu unique, autant dans, on va dire, les règles en soi, mais aussi également dans l'effet qu'il crée dans le monde du jeu de rôle en général. Donc, je suis ouvert aux idées, ouvert aux propositions. Si ce n'est pas fait, je vous encourage de liker, commenter, partager, laisser un petit pouce vers le haut. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.